Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Question d'actu s'intéresse ce soir à la participation de la femme algérienne dans la sphère économique. Alors, une participation qui affiche une certaine faiblesse comparée aux avancées considérables réalisées dans le domaine juridique, notamment après les réformes politiques engagées il y a quelques années. La dernière en date étant la révision constitutionnelle qui a consacré la parité homme-femme. Alors, à la veille de la journée mondiale de la femme, Question d'actu se penche sur la question avec des femmes engagées sur le terrain. Quelle place pour la femme dans l'essor économique, dans l'entrepreneuriat plus particulièrement? C'est le thème de notre débat ce soir, un débat auquel nous avons le plaisir de recevoir Madame Yasmina Taya. Vous êtes présidente d'honneur de l'Association des femmes algériennes chefs d'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Également avec nous, Madame Falida Kibri. Vous êtes analyste de programme gouvernance au sein du PNUD, de programme des Nations Unies pour le développement. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, Madame Fetiha Rajdi, vous êtes présidente de la Global Entrepreneurship Network Algérie, Jeune Algérie, pour simplifier. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on va commencer avec vous, Madame Yasmina Taya. Donc, nous allons parler ce soir du rôle de la femme dans la société, notamment dans le domaine économique et politique, qui n'est plus à démontrer. Alors, les chiffres attestent que malgré les avancées réalisées jusqu'à présent, notamment sur le plan juridique, la participation de la femme algérienne à l'essor économique reste faible comparée à celle des hommes. Comment expliquer cela ? D'abord, je voudrais vous remercier de l'aimable invitation. Merci. Je voudrais donc réagir à ce que vous venez de dire. Vous savez, les mutations mettent du temps. Dans une société, même si elle est proclamée officiellement, la mutation sur le terrain, au point de vue sociétal, il faut lui donner du temps. Elle se fera avec le temps. Et moi, je fais une lecture très positive de l'arrivée des femmes, aussi bien dans le monde des affaires. Je voudrais juste rappeler que l'entrepreneuriat féminin était très mal perçu il y a quelques années. Il était perçu de manière très péjorative. Les femmes n'accédaient pas à l'entrepreneuriat. Ça, il y a une vingtaine d'années. Je peux l'attester. Donc, en 20 ans, moi je fais une lecture plutôt positive. Les femmes vont de plus en plus vers l'entrepreneuriat. Bien sûr, ce n'est pas une chose aisée. Lorsqu'on fait une petite rétrospective de ce qu'a été notre économie, de ce qu'a été notre société, de ce qu'a été la condition de la femme, de ce qu'a été notre système économique. Donc l'arrivée des femmes est en train de se faire progressivement. Les universités fournissent aujourd'hui de potentiels chefs d'entreprise, des universitaires qui s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat. Les collectivités locales s'attellent plus maintenant à communiquer avec les populations féminines dans les régions. Je peux vous l'attester aussi, puisque nous faisons un travail sur le terrain. L'association à laquelle j'appartiens fait un travail dans les régions de notre Algérie profonde. Un travail de proximité. Un grand travail de proximité. La mutation est en train de se faire, il faut lui donner le temps de se faire. Alors, Madame Rajdi, vous venez d'écouter ce que vient de dire Madame Yasmina Taya. Donc, on retient la mutation se fait, elle se fera, il faut lui laisser un peu de temps. Oui. Moi je dis souvent, je parle souvent de mon parcours et je dis qu'en 1993, quand j'ai décidé de créer mon entreprise et que je voulais accéder au financement, il n'y avait pas de dispositif à l'époque. J'ai dû m'adresser à la banque qui m'a tout simplement répondu que le financement pour les établissements de formation n'existait pas. Ça a été dit clairement, c'est un créneau qui n'est pas finançable, ce n'est pas dans notre nomenclature.
Et j'ai dû faire appel à ce qu'on appelle communément la love money, la monnaie de la famille. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une avancée indiscutable. Il y a une avancée parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à la création d'entreprises. Il y a une avancée parce que dans notre pays, quand on regarde un peu dans le monde, les expériences dans le monde, j'ai la chance de participer à un congrès mondial de l'entrepreneuriat chaque année et je connais plus ou moins ce qui se passe un peu partout. Le principal problème qui est exposé, c'est le problème de financement. C'est un levier très important et dans notre pays, ce levier du financement, on va dire qu'il est pris en charge par les dispositifs. 1 million de dinars, 10 millions de dinars, certes, pour tous les investissements au-delà de 10 millions de dinars, il n'y a pas de dispositif de financement autre que les banques, sachant que les banques ont respecté des règles prudentielles. Qui ne fait pas de discrimination, bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir que 50%, un peu plus de 50% de la population sont les femmes. Comment un pays, comment un État peut se passer de 50% de sa population pour pouvoir insérer une partie au niveau économique? Et je pense que dans notre pays, il y a une politique volontariste pour l'insertion des femmes dans l'économie. Et le ministère de la Solidarité mène une politique très importante. Et j'ai eu la chance, encore une fois, et le privilège de diriger une action qui a été menée par le ministère de la Solidarité, la caravane de l'entrepreneuriat féminin. J'ai pu aller dans 6 wilayas. On a formé 350 femmes formées, hein, je ne dis pas sensibilisées parce qu'on a dû sensibiliser quelque chose comme 5000 femmes. On a formé 350 femmes dans le cadre d'ateliers et le fait que j'ai une casquette de mentor puisque je suis entrepreneur et une casquette d'entrepreneur puisque je forme à l'entrepreneuriat, donc j'ai pu guider ces femmes et comprendre comment que la formation et l'accompagnement pourraient changer la vie de ces femmes. Donc on a celles qui sont un peu à un niveau, on va dire, de création solidaire. Toutes ces femmes qui viennent à l'entrepreneuriat par besoin. Celles-là, il faut leur apprendre, les prendre par la main, tout simplement, et leur apprendre à aller de l'informel souvent, du formel très limité en termes de résultats et de chiffre d'affaires, vers une entreprise un peu plus grande. Et il faut savoir que la femme, dans son mindset, elle a ce frein dans le sens où elle ne laisse pas grandir son entreprise. Et l'amener à faire grandir son entreprise, c'est déjà commencer à lui apprendre le leadership. L'amener à faire confiance en elle. Il faut qu'elle ait confiance en elle pour pouvoir aller plus loin avec son entreprise. Et la formation est un instrument très très important pour pouvoir avoir des résultats probants. Alors, on en reparlera tout à l'heure justement de ce volet important, la formation, mais si on reste un peu dans le cadre juridique et le climat des affaires, vous, Madame Kebri, qui travaillez donc au sein du programme des Nations Unies pour le développement, vous êtes au courant un peu de ce qui se passe sur le terrain en matière de développement de la femme, notamment à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pensez que le cadre juridique et l'arsenal juridique est idoine pour faire avancer les choses? Merci beaucoup. Donc, le programme des Nations Unies, comme vous le savez, est le réseau international qui dépend des Nations Unies, mais qui s'occupe des questions de développement durable, les questions de gouvernance. Donc, par gouvernance, on entend tout ce qui est accès au centre de décision, participation dans la décision, mais aussi dans la formulation des lois. Et les questions de développement qui concernent notamment l'économie locale, l'économie au niveau rural. Ce que l'on considère, si on tient compte du contexte algérien aujourd'hui, les textes existent. Est-ce qu'elles sont bien assimilées par les acteurs au niveau local? Je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Ce que Madame Rachidi disait, que la formation, l'accompagnement démontre, est une source de donner de la confiance, de montrer, mais aussi ce qu'on relève nous à l'intérieur du pays, c'est ce besoin d'avoir des champions, des leaders qui inspirent en fait à entreprendre, à
ça veut dire à passer à l'acte en fait. À passer à l'acte. Oui, quelquefois, les idées sont là, comme vous le savez, dans tous les domaines. Les femmes, notamment les femmes rurales, sont les gardiennes des valeurs et des savoir-faire locaux. Après, quelquefois, il leur manque ce savoir-faire, ces outils ou cette palette qui existent dans le monde des affaires, mais auxquelles elles n'ont pas encore accès ou elles ne se sont pas encore familiarisées. Donc c'est à peu près dans ce domaine que nous, on inscrit notre action. Vous avez travaillé aussi sur l'appui à la participation effective et durable des femmes dans les assemblées élues. Alors, il y a une bonne représentativité de la femme au sein des assemblées, mais qui ne se traduit pas forcément par une participation effective, à même de dire que la femme est engagée dans la prise de décision. Alors, le système des quotas ou les mesures temporaires qui ont été adoptées en janvier 2012 ont permis une percée remarquable des femmes dans les assemblées élues. Vous savez qu'on est passé de 7% à 31,6% en 2012 au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, après les élections de mai 2017, il y a eu une baisse, on a perdu 19 sièges en fait, donc on est passé de 31,6 à 25,8% de représentation des femmes au niveau des assemblées, au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Au niveau local, on est passé de moins de 7% à 18% et la tendance est la même. Et donc, est gardée. Ça veut dire entre les élections de 2012 et les élections locales de 2017, la tendance n'a pas changé. Donc la représentation est là. Je pense que toutes les catégories socio-professionnelles se retrouvent dans les assemblées. On retrouve des médecins, des professeurs, des avocats, des femmes qui viennent beaucoup de la formation professionnelle, de l'enseignement. Donc, par contre, effectivement, est-ce qu'elles participent effectivement à la prise de décision, au centre de décision? Je pense que c'est très prématuré de faire un bilan parce qu'on a eu une seule mandature et là, on entame la seconde. Mais par contre, les premiers résultats qu'on a vus, et c'est les femmes elles-mêmes qui nous le disent, c'est qu'elles se sont un peu marginalisées. Parce que le système des quotas, comme vous le savez, a permis à beaucoup de femmes de rejoindre les partis politiques ou les listes électorales, en fait, la veille des élections. Donc, elles manquaient de formation politique. Elles n'ont pas un parcours militant, donc pour la plupart d'entre elles, ce qui se traduit dans la pratique. Elles apprennent sur le tas aujourd'hui. Et aussi, il y a aussi les traditions dans l'aspect socio-culturel, voilà, au niveau socio-culturel, au niveau de notre système de valeurs, effectivement, on a tendance à... Il y a le droit d'aînesse, on attend quelqu'un qui est là depuis des années, ça veut dire je ne viens pas aujourd'hui et remettre en cause ses choix, même si... c'est-à-dire même si on n'est pas d'accord, mais il y a un peu des réticences à contredire. Donc le programme auquel vous faites référence, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé appui à la participation politique effective et durable des femmes dans les assemblées élues. L'idée, c'est justement rendre cette représentation qui est consacrée par un texte de loi, la loi organique, mais la rendre effective et bien sûr durable. Durable, ça veut dire en fait, elle émane de la société, pas uniquement parce que les partis politiques, s'ils ne remplissent pas la condition d'avoir une trentaine de femmes, au moins sur la liste électorale, leur liste est rejetée. Donc aujourd'hui, ils doivent faire avec. Et en plus, l'un des points positifs de cette loi organique, c'est que les 30% ne sont pas uniquement... sur la liste électorale, mais aussi sur les résultats obtenus. Donc, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays où on a adopté le système des quotas, mais comme il n'y a pas eu obligation de le traduire en termes de résultats, le pourcentage n'a pas été atteint.
Alors, toujours dans le même registre, Madame Yasmina Ataya, donc, on parle de facteurs sociaux, culturels, surtout à l'intérieur du pays, qui font en sorte que ces résultats ou ce système de quotas, cette parité homme-femme, n'est pas effective dans la prise de décision qui pourrait aider beaucoup de femmes à l'intérieur du pays de réaliser leurs projets. Hein. Vous savez, cette loi a le mérite d'exister. Nous avons de plus en plus de femmes dans les assemblées élues. Je me rappelle qu'il y a eu une présidente de l'Assemblée nationale populaire. Il y a, je crois aussi, il y a eu une vice-présidente. Vice-présidente de l'APN. Je ne sais pas si au Sénat, il y a des vice-présidentes. Oui. Donc c'est déjà un apprentissage. La société est en train de découvrir ces 50%, plus de 50% de la population qui sommeille, qui a sommeillé du moins, parce qu'aujourd'hui, cette population s'exprime de plus en plus. Et s'exprime avec un appui très important, celui des textes. Je voudrais rappeler aussi, je voudrais revenir à la chose économique, parce que la chose politique n'est pas ma grande spécialité. Par exemple, nous avons les mécanismes. Tous les mécanismes que nous avons en Algérie, ça, il faut prendre compte de ça, ne sont pas ségrégationnistes, contrairement à ce qui existe dans d'autres pays, où la femme n'a pas le droit d'entreprendre. Je ne pratique pas la langue de bois. Je suis une praticienne du terrain. Hein. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une réalité sociale. Les femmes n'ont pas l'habitude d'aller ni à la chose politique, ni à la chose économique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent. Il faudra que les associations s'engagent. Est-ce que vous sous-entendez qu'il y a un manque d'audace quelque part? Il n'y a pas un manque d'audace, il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance, il y a tous les textes. Mais lorsque vous allez un peu plus loin qu'Alger, la population féminine n'accède pas toujours à l'information. Donc un problème d'information. Il y a un problème d'information. J'ai été dernièrement à Khenchela. Il y a un mécanisme des forêts. Parce que là, de temps en temps, nous posons des questions. Qui connaît l'ANSEJ? Qui sait ce qu'est la CNAC? Personne ne connaissait ce mécanisme des forêts, avec lequel on aurait pu construire une chaîne économique. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une déperdition de tous ces moyens que nous avons pour aller vers une intégration. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intégration de la femme au développement. Il y a tout ce qu'il faut. L'État a mis en place des mécanismes qui ne sont pas ségrégationnistes. Hein. Je voudrais, et je le rappelle dans les régions, même au point de vue religieux, nous avons un référentiel très important. La femme de notre prophète, l'épouse de notre prophète, alayhi salatu salam, était chef d'entreprise. Et si ma connaissance est bonne, c'est la première femme chef d'entreprise de l'histoire de l'humanité. Donc il n'y a pas un frein religieux, c'est un frein sociétal. Et je ne voudrais pas revenir à cette problématique sociétale. Des mentalités. Hein, non, en fait, c'est un réflexe normal. Vous savez, nous avons été colonisés pendant 130 années. Et la femme a été gardienne de nos valeurs. La femme s'est rétractée socialement. C'est de là que vient le problème. Et la femme aujourd'hui est en train de se libérer graduellement. Je vous disais que il y a tous ces mécanismes. Mais la problématique numéro 1, c'est l'accès. Comment les femmes accèdent à ces mécanismes-là. Il ne faudra pas que ce soit des actions ponctuelles. Il faudra que les autorités locales, et moi je constate depuis quelques années qu'il y a de plus en plus un engagement des autorités locales, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est une obligation. Il faut rappeler que les walis sont devenus aujourd'hui les managers de leur région. Et ils se prêtent à l'exercice. Quel exercice? Par exemple,
Je parle de l'action de l'association des femmes chefs d'entreprise SEV. Nous allons dans les régions et nous prêtons à un exercice très intéressant. Faire parler l'administration du potentiel régional devant une population de femmes. C'est très important. Et je remercie les Walis qui se sont prêtés à cet exercice qui a été porteur. D'abord, ça enlève l'écart qu'il y a entre la population féminine et l'administration, qui dans bien des cas est infranchissable. Hein, dans l'esprit de la population, les gens ne vont pas tellement vers l'administration, parce qu'il y a une barrière. C'est lourd à franchir. Donc cet exercice-là a permis de rapprocher les administrés, eux, de l'administration. C'est très important. Ensuite, elles ont découvert le potentiel de leur région. Il faut savoir vendre une région. On a besoin de connaître ce qu'est le potentiel des régions pour entreprendre. Vous savez, entreprendre, on le fait à partir de quoi? À partir d'une information, à partir d'un savoir-faire, d'un savoir-faire ancestral. Et c'est ça qui constitue l'écosystème, qui va inciter ou désintéresser. Nous avons, je me répète, tous les ingrédients pour intéresser. Pour intéresser, moi je m'inscris dans une démarche très positive. Il y a du travail qui se fait, beaucoup d'associations s'engagent, l'administration est de plus en plus perméable, hein, et je pense que nous sommes un pays qui a un potentiel, population, c'est important. 2, nous avons des populations de plus en plus lettrées, de plus en plus spécialisées. Je voudrais vous dire qu'à Sèvres, nous avons créé un cluster STEM, c'est les femmes dans les sciences, etc. C'est pas rien. Nous nous apprêtons à créer un cluster pour les fromages ancestraux. Ça faisait sourire il y a quelques années. Lorsqu'on parlait des produits du terroir, l'investissement était plutôt tourné vers les méga-projets, etc. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus que les savoir-faire ancestraux sont des sources de développement, certains du local. Si on sait allier le savoir-faire ancestral à cette sortie massive de femmes de l'université, si nous savons être le point de jonction entre les mécanismes qui existent et de la facilitation, mais en continu, c'est-à-dire c'est l'État. C'est l'État qui crée l'écosystème, hein, par les mécanismes, etc. Bien sûr, les associations ont un rôle à jouer. Bien sûr, la société civile a un rôle à jouer. Nous allons justement en reparler tout à l'heure du rôle de chacun, c'est-à-dire à savoir la société civile, les organisations patronales, mais aussi le rôle de l'école et des médias. Mais permettez-moi de rester un peu dans ces obstacles, ou plutôt cette nécessité, Madame Fatiha Rachdi, d'augmenter le nombre des femmes entrepreneurs, d'autant plus que vous parliez tout à l'heure de 50% de la population, presque la moitié, et qui ne peut pas être en marge d'un éventuel essor économique que connaîtra l'Algérie de demain. Tout à fait. Alors, insérer économiquement les femmes dans le système économique, je veux dire, ça ne se décrète pas, c'est des processus. Dans ces processus, les pays qui ont réellement réussi pratiquent la discrimination positive. Et la discrimination positive n'est pas forcément acceptée, elle est souvent critiquée, dans le sens, vous voulez libérer les femmes, vous dites les femmes doivent être libres, et en même temps vous voulez des dispositifs spécifiquement féminins. Et passer de 16% de femmes entrepreneurs, c'est le chiffre qui revient plus ou moins dans les différentes... chaque fois qu'il y a un discours des officiels, on nous dit qu'on tourne à peu près autour de 16 femmes entrepreneurs. 16% de femmes entrepreneurs, c'est trop peu. Pour partir réellement vers... C'est vraiment trop peu. Partir vraiment vers 30%, ce qui est le taux mondial, et aller même au-delà, pourquoi pas,
ça s'organise. Et ça s'organise, c'est quoi? Le taux mondial, il est de combien? Le taux est autour de 30%. 30%. Voilà. Donc, comment ça peut s'organiser? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la discrimination positive? D'abord, des dispositifs de financement spécifiquement féminins. Ça, c'est très important. Dispositifs de financement féminin, on voit que la Banque mondiale, qui est une grande institution, y croit et a créé, je parlerai tout de suite de ce dispositif, c'est le WEFI, Initiative de financement en faveur des femmes des pays clients et donc des pays émergents. Vous avez la SFI qui a créé Women Entrepreneur Opportunity Facility. Ça veut dire quoi? Et son programme Banking on Women, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'y compris les institutions internationales ont très bien compris qu'il fallait des dispositifs de financement spécifiquement féminins qui vont être un peu le moteur, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le levier le plus important, c'est bien le financement. D'autres leviers également, des réseaux spécifiquement féminins. Et l'expérience qu'on a menée, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit que j'aimais bien parler du retour sur expérience, parce que parler théoriquement c'est bien, mais avoir une expérience à raconter c'est mieux. Et on a mené donc une expérience dans 6 wilayas, et la wilaya qui a vraiment émergé, c'est la wilaya de Tizi Ouzou. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on a suggéré à toutes les femmes de chaque wilaya de créer un réseau. Elles ont toutes créé un réseau, mais le réseau qui fonctionne vraiment, c'est le réseau de Tizi Ouzou. Et on peut très vite aller sur Facebook, voir Réseau des femmes entrepreneurs de Tizi Ouzou, et qui assure une visibilité aux femmes entrepreneurs qui ont d'abord bénéficié de cette formation dont j'ai parlé, mais qui continuent à agir ensemble. Et c'est ça le plus important. Donc, elles ont trouvé des synergies, déjà pendant l'atelier. Donc, il y a des partenaires de ces femmes entrepreneurs elles ont signé des partenariats. Elles sont devenues clientes l'une de l'autre, fournisseurs l'une de l'autre. Et cette façon de travailler ensemble et créer des réseaux spécifiquement féminins va un petit peu faire dépasser la contrainte d'avoir à accéder obligatoirement des réseaux, des grands réseaux où les femmes ne participent pas. Il faut le savoir, les organisations patronales et autres, il y a très peu de femmes. On peut le voir dans les rencontres et dans les organisations. C'est pas qu'il y a un frein ou il y a quelqu'un qui leur dit non. Non, elles y viennent beaucoup plus difficilement. Mais par contre, quand on leur crée des activités entrepreneuriales spécifiquement féminines ou qu'on les aide à créer des réseaux spécifiquement féminins, ça booste l'entrepreneuriat. Il y a également tout ce qui est système d'information, le rôle de la technologie. Très très important le rôle de la technologie pour aider un peu les femmes entrepreneurs de sortir de la solitude. On a plusieurs cas d'entrepreneuriat féminin. Il y a la création. La création, c'est important d'informer, comme l'ont dit mes collègues, de sensibiliser et de montrer un peu la voie. Tous ces dispositifs-là. Ça, c'est le volet création. Mais quand on crée ces entreprises, il faut qu'elles réussissent, il faut qu'elles croissent. Et la croissance d'une entreprise, de façon générale, mais la croissance d'une entreprise féminine, il y a des règles et des activités à mener avec ces femmes pour les aider à faire croître leur entreprise. Et donc, l'accès au marché. L'accès au marché, c'est pas que le marché est fermé, c'est que tout simplement, il faut leur apprendre des techniques, il faut leur apprendre à accéder au marché, il faut également leur donner plus de visibilité. Elles ne sont pas visibles. Souvent, elles ne sont pas visibles. Et dernièrement, à Boussaada, le FCE a organisé une très belle activité sur l'entrepreneuriat féminin où les femmes artisanes étaient là, présentes, avec leurs produits, et elles ont démontré qu'elles pouvaient présenter mieux, mieux vendre leurs produits. Elles sont souvent à domicile. Mais qui doit prendre en charge toutes ces femmes? Je pense que le mouvement associatif a un rôle très très important à jouer. Mais quand on parle d'association, il y a association patronale, il y a association de société civile, c'est-à-dire qu'il faut un peu définir les rôles. Ne pensez-vous pas qu'il faut aller définir les véritables acteurs qui doivent agir sur le terrain? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on appelle en fait tous ces services qui assurent une prestation de direction des femmes entrepreneurs, ce sont ce qu'on appelle les services intermédiaires ou les services d'appui aux entreprises. Il y a des services d'appui aux entreprises qui relèvent du public, de l'État, et ils existent. Tous les dispositifs de l'État disposent de services et de structures d'accompagnement, tous, l'ANSEJ, la CNAC, l'ANGEM. Je les ai vus sur le terrain. Je suis sortie avec eux pendant ce dispositif et je les ai vus tous sur le terrain. Il faut un travail colossal. Mais ils sont insuffisants devant l'objectif et cette obligation de rendre ces femmes autonomes. Parce que donner
du pouvoir à la femme ou l'amener à sortir de sa solitude, c'est de lui donner le pouvoir économique. C'est l'autonomiser économiquement. Et l'autonomiser économiquement, c'est l'accompagner, la sensibiliser. Et la société civile a un rôle important, qu'elle soit organisation patronale. Quand je prends le FCE, il y a la commission des femmes entrepreneurs qui est présidée par Aïda Kabouya, qui fait un travail extraordinaire. Il y a l'association SEV, il y a l'association AM, il y a l'association Réseau Entrepreneuriat Global, qui est une association de la wilaya d'Alger, qui a un gros volet de l'entrepreneuriat féminin. Par exemple, avec l'ONUDI, on a mené dernièrement une opération. Cette opération, on l'a menée toujours à Tizi Ouzou parce qu'il y a vraiment un fort potentiel. Et là, à Tizi Ouzou, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris des femmes un peu leaders, on va dire, exemple. Autour d'elles, on a créé une chaîne de valeur. Donc, on a par exemple une dame qui est dans tout ce qui est maroquinerie, et elle a des problèmes au niveau des intrants. Donc, on a créé autour de plusieurs activités une chaîne de valeur qui permet à ces entreprises de se développer et de croître. Voilà un peu, tout ce travail d'accompagnement n'est pas forcément réalisé par une association ou deux. Il en faut beaucoup. C'est un réseau. C'est un réseau. Vous avez parlé d'autonomisation, justement, c'est un programme ambitieux conçu par les Nations Unies. Est-ce qu'il fait la jonction avec le monde de l'entrepreneuriat, Madame Kebeli? Absolument. En fait, vous savez que la communauté internationale, en septembre 2015, a adopté ce qu'on appelle aujourd'hui communément les ODD, les objectifs de développement durable, qui fixent l'agenda de développement pour la planète à l'horizon 2030. Et dans ce schéma de développement, où justement les questions de développement, de croissance économique est perçu comme un processus intégré. Le développement est une vision intégrée. Madame Rachidi parle des savoir-faire, de l'accompagnement, des services intermédiaires, mais il y a aussi l'accès au marché, la commercialisation. Beaucoup de femmes, les artisanes de Khanchla dont elle fait référence, moi je parle de celles qui sont le tapis de Babar. Donc parmi les grands problèmes qu'elle rencontre, c'est l'accès au marché, le marché local, mais aussi le marché national et international. Donc il y a toutes les mesures d'appui, d'accompagnement en termes de labellisation, de marketing territorial, mais aussi de marketing commercial aussi. Donc pour revenir à l'idée de départ, c'est donc dans le cadre des ODD, on considère qu'en fait l'autonomisation des femmes et des jeunes filles est une condition sine qua non pour l'atteinte de ces objectifs. C'est-à-dire dans le monde entier, les femmes sont considérées comme une ressource. Dans le cas de l'Algérie, Madame Taya disait tout à l'heure que 65% des femmes qui sortent aujourd'hui dans les universités, des diplômés universitaires, sont des femmes. En parallèle, dans le monde du travail, il n'y a que 16-17% qui sont insérés. Donc il y a quand même une déperdition de ressources qualifiées, formées, dont l'économie n'en tire pas profit. Et donc, mais je veux dire, ce que je voudrais peut-être soulever, qu'en fait, ce phénomène le manque de représentation des femmes dans les centres de décision, que ce soit économique ou socio-économique, n'est pas l'apanage de l'Algérie. C'est-à-dire que dans le monde aujourd'hui, on considère que 20% des membres des conseils d'administration des plus grosses boîtes au monde multinationales. Ça veut dire la représentation des femmes dans les conseils d'administration ne dépasse pas 20%. Et qu'il n'y a que 5 grandes sociétés dans l'indice boursier américain qui sont gérées par des femmes. 5. 5 uniquement. Même. 5. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on est vraiment loin de compte. Le gap est énorme à rattraper. Il faut 200 ans pour revenir à une situation, sachant que dans un scénario idéal, si les femmes accèdent aux mêmes conditions, ça veut dire du foncier, de financement, centre de décision, c'est-à-dire la croissance économique gagnerait 11% de points annuellement. Avec une participation voilà.
Peut-être parmi les Nations Unies, en fait en Algérie, il y a 14 agences des Nations Unies, donc moi je parlerai uniquement du PNUD, même si les deux collègues ont déjà parlé des programmes qui sont menés par l'ONUDI, par le BIT aussi, le Bureau international du travail. ONU Femmes aussi, donc, mais je me permettrai de parler uniquement du programme des Nations Unies pour le développement. Donc on considère en fait l'autonomisation des femmes et l'accès des femmes au centre de décision et à la participation dans tous les domaines, pas que politiques, et constitue un jalon important pour assurer un développement durable intégré. À travers le monde, il y a une initiative qui s'appelle Gender Equality Seal, qui est une opération pilote qui a commencé d'abord dans la région de l'Amérique latine, où des entreprises ont signé une charte qui comprend six grands chapitres, donc à savoir éliminer tout ce qui est les différences entre en matière de salaire entre les hommes et les femmes dans les entreprises, augmenter l'engagement et l'implication des femmes dans les centres de décision, prendre des mesures adéquates en matière d'équilibre vie de famille et vie professionnelle, augmenter l'accès des femmes à des métiers autres que les métiers traditionnellement féminins, et bien sûr lutter et éradiquer tout harcèlement sexuel dans le milieu professionnel, ainsi que adopter une communication inclusive non sexiste au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire on considère que les entreprises qui ont adopté cette charte et qui l'ont appliquée ont connu une croissance économique en termes financiers, mais aussi en termes de responsabilité sociétale. À faire participer les femmes. À faire participer les femmes, mais aussi à avoir un impact sur toute la société, toute la communauté, ce qui rend légitime et crédibilise en fait les mesures de système des quotas dans le cas de politique, par exemple. Représentativité. Merci. Alors, justement, Madame Yasmine Ataya, l'un des enjeux de cet équilibre entre genre féminin et masculin, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est le fait de voir les femmes s'impliquer plus dans des domaines qui sont reconnus appartenir aux hommes, tels que le domaine de l'industrie. Qu'en est-il aujourd'hui en Algérie? L'association SEV décerne chaque année un prix thématique à la meilleure femme chef d'entreprise. Par ce prix, nous exprimons l'état de veille qui existe dans l'association. Il y a quelques années, nous avons primé l'industrie et la mobilisation des IDE. Et nous avons primé une dame qui construit des silos de stockage du blé et qui a su mobiliser des IDE européens. Donc, pour vous dire que les femmes ne sont pas contenues dans des activités bien précises, bien qu'il existe des métiers dits traditionnellement de femmes. Dans notre association, il y a des femmes qui sont dans tous les secteurs économiques. Elles sont dans l'agriculture, elles sont dans l'industrie. Nous avons une dame à Constantine qui construit de la pièce auto. Nous avons une autre qui construit des flexibles. Et depuis des années, elle n'est pas visible, elle n'est pas trop visible, mais elle est là. Et elle arrive à maintenir son entreprise, à maintenir le cap, malgré la difficulté. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des universitaires, diplômés universitaires, femmes, pour... Je vous disais un instant que nous avons créé un cluster STEM. Le STEM, oui. Et ça, c'est dans un programme, dans le cadre d'un programme de coopération algéro-allemand. Nous travaillons dans un programme, au sein d'un programme qui s'appelle GPP, et qui a choisi 4 associations de la région MENA dans la Sève. Justement pour qu'il y ait une inclusion, une politique inclusive des femmes
dans la vie économique. Je voudrais faire un petit retour en arrière. Pour mon amie Madame Rachdi a parlé tout à l'heure de ce programme avec une chaîne des valeurs autour d'un produit. Nous sommes 6 associations qui travaillent dans le cadre d'un programme de l'ONUDI pour l'autonomisation des femmes, pour la région MENA. Nous sommes quelques pays, et l'Algérie a pris un peu le train en marche, mais nous avons rattrapé le retard et nous travaillons actuellement, nous avons déjà identifié des femmes dans les régions et nous allons aller au coaching. Mais je voudrais juste insister sur un point. Si on dit que la paysanne, que l'artisane peut aller sur le marché international, moi je vous répondrai qu'à quelques exceptions ça peut se faire. Mais aller sur le marché international, c'est une action très difficile, qui nécessite un savoir-faire, une maîtrise de beaucoup de choses. Donc, moi je pense que le savoir-faire ancestral, c'est un point de départ d'une chaîne des valeurs. Pour la création, c'est des opportunités pour celles qui sortent des universités. Vous avez des vétérinaires, par exemple, lorsqu'on parle de cette valorisation des produits du terroir, le fromage, avec toute la chaîne des valeurs autour, nous pouvons employer toutes ces... Madame Kebri parlait de la déperdition, parce que le marché de l'emploi est restreint, il faut dire la vérité. Donc il faut qu'on intéresse de plus en plus ces femmes qui sortent des universités à la création d'entreprises. Et donc elles pourront aller dans cette chaîne que nous allons construire, qui a priori est issue d'un produit du terroir. Mais en fait, nous allons mettre autour beaucoup d'autres métiers, beaucoup d'autres entreprises, telles que celles qui sortent des instituts de médecine vétérinaire, celles qui s'occupent de la qualité, celles qui font du négoce. Nous n'allons pas demander à une artisane d'aller vendre son produit plus loin que sa wilaya. Ça serait de la démagogie de le dire. Par contre, construire des réseaux pour que ces femmes paysannes puissent commercialiser au meilleur prix. Mais qui doit construire ces réseaux, justement? Eh bien, vous savez, les associations, nous sommes 6 associations, et nous avons constitué un réseau qui, j'espère, va s'élargir, va s'agrandir. Nous sommes interpellés par cette situation. Nous n'avons pas le statut d'association d'utilité publique. Il faut que nous allions à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est des actes volontaristes. C'est des actes qui sont contenus dans des programmes, par exemple des Nations Unies, mais qui ont une durée de vie assez courte. Il faudra que le processus soit plus long pour être porteur. On parle par exemple des produits du terroir bio. Vous savez ce que ça demande comme effort, comme étape pour qu'un produit soit labellisé. Le label est un acte marketing, le label. Par contre, le labelliser bio, ça implique des processus. Ça implique des processus très longs, très difficiles. Mais il faut y aller parce que l'Algérie a des potentiels extraordinaires. Nos régions, excusez-moi. Allez-y. Nos régions sont des réservoirs de potentiel. Nous avons des savoir-faire, nous avons des produits du terroir qui ne demandent qu'à être valorisés. J'y crois en tous les cas. Alors, autre enjeu, Madame Fatiha Rachdi, vous parliez tout à l'heure de la sensibilisation. Nous avons parlé de ces réseaux qui doivent se créer justement pour prendre en charge les femmes entrepreneurs, mais aussi un volet sensibilisation pour réussir ce pari de l'information qui manque en matière d'entrepreneuriat. Et là, c'est le rôle de plusieurs acteurs de la société. Alors, on parle de médias, on parle de l'école, et on parle aussi des associations patronales. Tout à fait.
Alors, le premier point qui me semble, moi, fondamental pour développer l'entrepreneuriat déjà de façon générale dans notre pays et de l'entrepreneuriat féminin de façon particulière, c'est d'introduire l'entrepreneuriat dans le système éducatif, comme ça se fait par le monde et dans les pays développés. Ce qui manque en Algérie. Ça ne se fait pas du tout chez nous. Apprendre à l'enfant, qu'est-ce que entreprendre? Souvent, quand je fais cette suggestion, on me dit pourquoi vous voulez que tous les Algériens deviennent des entrepreneurs? Et la réponse est bien entendu non. Ce qui est intéressant à travers la sensibilisation, la formation à l'entrepreneuriat, c'est former aux valeurs entrepreneuriales. Et on va me dire, ce sont quoi ces valeurs de l'entrepreneuriat? Ben, c'est tout simplement la première grande valeur de l'entrepreneuriat, c'est celle de la prise de risque, du sens des responsabilités, de la créativité, de l'autonomie, de sortir un peu de ce système où on attend qu'on nous donne de l'assistanat. C'est également le sens de la solidarité. L'entrepreneuriat, c'est une de ses valeurs, la solidarité. Parce qu'on dit souvent qu'un entrepreneur qui réussit et qui arrive en fin de parcours, même pendant son parcours, renvoie l'ascenseur. Et comment il peut renvoyer l'ascenseur? Il y a plusieurs façons de le faire. Un entrepreneur est déjà un modèle. Et quand de jeunes, des étudiants et des étudiantes au niveau de l'université voient des femmes entrepreneurs qui ont réussi, les écoutent, ça veut dire le rôle des médias, vous l'avez dit, les médias, comment ils pourraient faire parler ces femmes entrepreneurs qui réussissent, parce que ce sont ces modèles que nos jeunes filles au sein des universités vont regarder et vont avoir envie de faire comme elles et de leur ressembler, de les suivre. Donc ça, c'est la médiatisation de tous ces success stories est très important. Et ça se fait, je vois que ça se fait. Mais c'est pas assez intense. Donc au-delà du système éducatif, il y a des dispositifs d'accompagnement à mettre en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositifs publics sont importants. Ils sont même très importants. Mais ils doivent insérer et inscrire dans leur programme la formation de leur personnel. C'est très important qu'on ne forme pas que le formateur. Souvent, par exemple, les dispositifs d'aide à la création d'entreprises dans notre pays ont des programmes très importants et très ambitieux en matière de formation de formateurs. Vous avez des programmes avec différents pays et même des programmes en Algérie. Mais on ne fait pas de formation en direction de toute l'administration qui gère le dossier du jeune ou de la jeune entrepreneur. Et qui doit assurer ce volet de formation? Est-ce qu'on attend toujours parce que l'État a créé cet arsenal juridique justement pour protéger la femme d'un côté et l'aider à mieux s'insérer dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais quel est le rôle que doivent jouer, par exemple, ces associations patronales dans un volet qui est comme la formation? Tout à fait. Donc en fait, l'État, quand je parle de formation des institutions publiques, ça c'est le rôle de l'État, former le personnel des institutions publiques. Par contre, former les jeunes créateurs, former les jeunes entrepreneurs, mais mis à part le programme du système éducatif, insérer l'entrepreneuriat dans le système éducatif, il y a le rôle des organisations patronales, et vous avez raison de le dire, qui est de s'impliquer davantage. Un entrepreneur est un mentor. Bon, bien entendu, il faut un peu professionnaliser la démarche, parce que souvent un entrepreneur, en termes de management, il n'a pas forcément maîtrise de toutes les techniques de gestion, mais il peut être mentor. Donc il faut que les organisations patronales mettent en place des formations au mentorat, à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et il pourrait le faire. Donc un jeune entrepreneur qui rentre dans une organisation, c'est bien qu'il soit une jeune femme qui rentre dans une organisation, une association, c'est bien qu'elle soit mentorée, qu'elle soit prise en charge par un entrepreneur qui a plus d'expérience pour l'aider un peu à développer son entreprise. Donc ça, c'est le rôle des systèmes, de tout ce qu'on appelle les services intermédiaires, où la société civile a un rôle très très important. Et quand je dis la société civile, ce sont les associations féminines, les organisations, même les bureaux d'études. C'est-à-dire que la prestation peut être payante. Un jeune entrepreneur peut payer, avoir les moyens de payer sa formation et son conseil. Mais il y a aussi d'autres systèmes qui n'existent pas dans notre pays. Par exemple, le chèque formation et le chèque conseil. Vous savez que l'État, s'il voit, et dans son bilan, il voit qu'il ne peut pas prendre en charge toute la formation de toutes ces jeunes femmes entrepreneurs, il peut créer le chèque conseil
habiliter une dizaine d'écoles au niveau national ou une vingtaine d'écoles agréées, leur donner l'autorisation de former pour les dispositifs, leur donner un chèque et ils iraient payer à travers le chèque leur formation. Et ça pourrait être une condition avant d'accéder au dispositif. Parce que souvent, le porteur de projet, quand il arrive à un dispositif, il n'a pas fait toutes les phases de validation. Il faut savoir qu'une femme, une jeune femme qui crée son entreprise, quand elle arrive à l'enseigne, sans passer par une structure d'accompagnement préalable, elle arrive avec une idée qui n'est pas validée, qui n'est pas forcément profitable. Donc il faut mettre en place toutes ces techniques et ces outils, et pour ça, ce sont les dispositifs. Et ce qui manque également dans notre pays, c'est l'évaluation des politiques publiques. À mon sens, il faut absolument qu'il y ait, au niveau des structures de recherche qui existent, qui font un travail fabuleux au sein des universités, des centres de recherche, des labos de recherche, il faut vraiment que les politiques publiques soient évaluées, pas évaluées en termes de chiffres, nombre de créations ou autres, mais évaluées sur l'impact. On crée combien, mais celles qu'on crée, elles évoluent comment, et quand elles évoluent, on crée combien de richesses, elles participent à quel pourcentage dans le PIB. C'est tous ces chiffres-là qui ne peuvent s'obtenir que par des études, par une recherche orientée vers l'évaluation des politiques publiques. Et c'est tout ça à conjuguer, donc système éducatif, accompagnement en phase de création, accompagnement post-création, les accélérateurs. Les accélérateurs n'existent pas dans notre pays. Quand on a un objectif de créer 1 million de PME ou 500 000 PME, il faut beaucoup de dispositifs, beaucoup d'incubateurs et beaucoup d'accélérateurs dans les incubateurs et accélérateurs privés, qui peuvent aussi exister, obtenir des subventions, obtenir du sponsoring, financé par le propre créateur qui peut payer sa phase d'incubation. Tout ça, ça aide à quoi? Ça aide à créer des entreprises profitables qui vont se développer, qui vont créer de la richesse. Et donc l'intérêt, on y a tous intérêt, je veux dire, notre pays y a intérêt. Donc il faut mettre en place tous ces outils pour pouvoir avancer économiquement. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être 4 minutes ou 5. Peut-être un dernier mot avant de donner la parole à Madame Yasmine Ataya et clore notre débat, Madame Kebeli. Moi, je voudrais peut-être rajouter, vous poser la question qui va faire, d'accord, il y a le rôle de toutes les parties prenantes dans ce schéma, mais il y a aussi la prise de conscience de ces femmes elles-mêmes. Donc tout à l'heure, Madame Rachdi citait le cas du réseau qui a donné le plus de résultats. En fait, c'est les témoignages que j'ai entendus la dernière fois, c'était au fait parce que ces femmes ont compris qu'en se mettant en réseau, elles allaient grandir ensemble. Donc, quelquefois, c'est quand il y a une vision globale et qu'on connaît le rôle de chacun dans chaque intervenant, il y a aussi une évaluation des besoins qui se crée. Donc, du coup, c'est facile d'apporter une réponse que quelquefois, de saupoudrer comme ça des solutions qui ne sont pas nécessairement intégrées. Le résultat est moins important que quand on a une vraie vision, on sait où est-ce qu'on va et quels sont les moyens qu'on doit mettre en place. Merci. Allez-y, Madame Ataya, peut-être un dernier mot. Écoutez, oui, il faudrait de la vision, il faut faire de la prospective. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'informations sur le nombre de femmes chefs d'entreprise réelles que nous avons dans le pays. Nous n'avons pas, il n'y a pas cette visibilité, parce qu'il faut de la visibilité pour mettre des plans d'action réels et durables. Il faudra que nous sachions quelle est l'importance des populations qui vont arriver sur le marché du travail, sur le marché les potentielles porteuses de projets. Il faudra qu'on sache ce que sera demain. On peut toujours mener des actions ponctuelles, mais on ne pourra pas mener de véritables politiques de développement si nous n'avons pas suffisamment de visibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire de la prospective basée sur des études. Et comme le disait Madame Rachdi, l'évaluation des politiques évaluer publiques. les politiques publiques.
Merci Madame Yasmina Ataya. Je rappelle, vous êtes présidente d'honneur de l'Association des femmes algériennes, chef d'entreprise SEV. Merci à vous également Madame Falida Kebri, analyste de programme gouvernance au sein du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Merci à vous également Madame Fatiha Rajdi, présidente de la Global Entrepreneurship Network Algérie, Jeune Algérie. Merci donc pour votre participation. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonsoir.